Bonjour à toutes et bienvenue à ce webinaire proposé par Roseup. Donc aujourd'hui, c'est cancer et sexualité, fausses croyances et normalité. Donc ce webinaire est animé par Justine Orion, sexologue qui intervient à la Maison Rose Paris. Donc je me présente, Siam Burguin, chargée de mission au sein de la Maison Rose Paris. Donc Roseup est une association que vous connaissez qui accompagne les femmes touchées par un cancer, de l'annonce de la maladie jusqu'à la fin des traitements, par trois axes d'action que sont les Maisons Roses, dans lesquelles nous accompagnons toutes les femmes touchées par un cancer en proposant des soins de support, des réunions d'information et des conférences, ainsi que nous avons à disposition un kiosque d'information pour vous informer de vos droits, de ce qui peut vous intéresser au quotidien en termes d'aide et d'accompagnement. Nous avons également donc, le Rose Magazine que nous publions 2 fois par an, donc au printemps et à l'automne, qui paraissent donc au printemps et automne, et dans lequel vous trouvez toute l'actualité avec plein d'articles qui concernent justement les femmes touchées par un cancer, mais également qui concernent aussi leur quotidien. Et nous avons également un volet défense droits des patientes. Donc ce webinaire qui est animé par Justine va durer 1 heure. Donc justement, elle pourra vous faire part de différentes informations. Et si vous avez des questions pour celles qui sont via l'application Zoom, n'hésitez pas à nous en faire part et je les transmettrai à Justine. Je t'en prie, Justine. Alors, j'y vais, c'est parti. Bonjour à toutes ou à tous. Je vous remercie déjà celles qui sont là, les fidèles. Ça me fait super plaisir, ça me touche. Et je m'excuse de la mauvaise connexion que j'ai eue en juillet lorsque j'étais moi-même en vacances. Donc vraiment désolée, je ne pouvais pas batailler contre les casseroles et tout le lave-vaisselle du petit tabac où j'étais. Donc voilà, donc aujourd'hui, fausses croyances et normalité. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, ça peut être intéressant parce qu'on a tous et toute notre représentation de la sexualité. J'essaie vraiment de piocher au plus profond de tous les sujets de la sexualité. Alors je ne pourrais pas tous les aborder parce qu'il y en a énormément sur les idées reçues. Je vais vraiment essayer d'être la plus organisée possible. Donc je vais tout d'abord, merci. Je vais tout d'abord commencer par le vagin. C'est une belle mise en matière, hein. J'attaque direct, je suis désolée. Je vais essayer vraiment de partir de généralités et d'y inclure vraiment les idées reçues et les croyances. Mais vraiment, n'hésitez pas parce qu'on en a toutes et tous énormément. Donc, vraiment, ça peut être interactif autour de questions, ça peut être très chouette. Donc, tout d'abord, le vagin, c'est vraiment un grand mystère pour beaucoup d'hommes, de femmes. Euh, Tout d'abord, la taille. Oh, tu fais des gros yeux, Siam, il y a un souci? Non, ça va? D'accord. Donc, le vagin est un organe qui fait 8 centimètres. Donc, 8 centimètres, vous voyez, c'est pas grand. Mais c'est pas une cavité béante. C'est-à-dire, c'est pas comme une bouche, c'est pas un organe qui est complètement vide. Le corps humain n'aime pas le vide. Il n'y a pas de vide dans le corps humain. Donc, c'est des parois qui sont totalement collées. C'est pas quelque chose qui est ouvert, pas du tout. C'est quand on met un tampon, quand on y met un doigt, on voit très bien que les parois sont collées. Donc ça, c'est la première croyance. Beaucoup de femmes qui viennent en consultation me disent je ne sais pas trop à quoi ça ressemble, c'est un grand espace vide. Eh bien non, la première croyance, c'est que le vagin n'est pas un espace vide du tout. Quand on y met un doigt ou quelque chose, ça va être enserré par des parois. Donc déjà, ça me paraît très intéressant. Et c'est extensible forcément lorsqu'on va chez le gynéco, qu'il y a un spéculum ou lors d'un rapport sexuel, il va s'agrandir. C'est totalement élastique. C'est pas du tout quelque chose de serré et de rigide. Bien au contraire, c'est très élastique. Il n'y a pas de nerfs à proprement parler. Les nerfs vont plus être appropriés au col de l'utérus ou au bas du vagin, plus au niveau de la vulve et du clitoris. Donc ça, c'est intéressant aussi de savoir. Par rapport à ça, à l'hymen aussi, il y a beaucoup de choses. On parle beaucoup de l'hymen, donc il se situe à l'entrée du vagin. C'est pas comme je l'ai vu dans un reportage, une peau de tambour. C'est pas quelque chose de dur et de rigide et de totalement plein. C'est perforé, c'est plein de petites perforations. Et seulement 50% des jeunes filles naissent avec un hymen. Donc, cet hymen est totalement perforé pour laisser s'évacuer les règles. Il va parfois craquer lorsqu'on fait de la gymnastique, du cheval, une masturbation, qu'importe. Tout le monde n'est pas doté d'hymen et tout le monde n'a pas cette peau. Il a plusieurs consistances, etc. Et ce n'est pas forcément lui qui fait mal de la première fois. On a comme ça dans l'inconscient, dans les idées reçues, que ce qui va faire mal lors de la première fois, c'est cette perforation qu'on voit vraiment, qui est véhiculée par l'enseignement, les copines, les films, les religions. Eh bien non.
L'hymen a différentes textures, différentes façons comme tout, de toute façon. Tout le monde a un corps, un nez, une bouche, des oreilles différentes. Et ben, ça va être pareil pour tout. L'hymen, c'est pareil. Il va être totalement différent pour chaque personne. Ce qui peut faire mal lors de la première fois, c'est déjà la peur. Je pense que tout ce que l'on fait de façon, dans tous les cas, de façon première, va faire mal. Donc, ça peut être ça. Ce n'est pas forcément l'hymen. Parfois, on pense que la jeune fille n'est pas vierge parce qu'elle n'a pas l'hymen qui a saigné. Donc, tous les hymens ne saignent pas. Donc, voilà, ça, c'est très important. Tout le monde n'en a pas. Et ce n'est pas forcément lui qui va faire mal. Parfois, il y a des jeunes femmes qui vont avoir 10, 15, 20 rapports et au 20e rapport vont avoir un saignement et une douleur. Parce que l'hymen, c'est à ce moment-là qui va rompre un peu plus. Donc, autour de l'hymen, déjà, il y a une idée reçue. Donc, je ne sais pas si c'était le cas pour vous, les femmes qui regardent, mais en tout cas, l'hymen est vraiment quelque chose qui a, je pense, un inconscient, un fantasme autour de ça. Ah, l'hymen, c'est quoi l'hymen? Très intéressant. Alors, l'hymen est une petite peau, un anneau, avec une texture qui est souvent, on a l'idée qu'il est percé lors du premier rapport sexuel. Dans certaines religions, ou même Jeanne d'Arc, je pense à ça, il y a le film de Jeanne d'Arc de Luc Besson, on voit des religieuses qui vont introduire des œufs pour voir si elle est vierge. On ne peut pas voir si une femme est vierge en se contentant uniquement d'un examen de l'hymen. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc c'est une petite peau, une membrane qui est à l'entrée du vagin, quelques centimètres, et qui est percée. Donc je réponds, Isabelle, à votre question, pour laisser s'écouler les menstruations. D'accord? Donc, c'est une petite peau qui existe ou qui n'existe pas. Je vous invite à aller regarder justement des images sur Google, vous en trouverez énormément. Donc, voilà, par rapport à l'hymen, j'espère avoir bien répondu, Isabelle, c'est une petite membrane qu'on assimile à la virginité. Donc voilà, par rapport au vagin, donc aussi quelque chose pour celles qui ont déjà vu tous mes webinaires, s'il n'y a pas de pénétration, il n'y a pas de rapport sexuel. Eh bien, c'est faux. Un rapport sexuel n'est pas forcément quelque chose qui est dû à une pénétration. Il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent que s'il n'y a pas utilisation du vagin, il n'y a pas de rapport sexuel. Eh bien, c'est faux. Un rapport sexuel n'est pas forcément quelque chose de pénétrant. Ça peut être une masturbation, ça peut être un rapport oral. Beaucoup de jeunes filles, à l'heure actuelle, s'imaginent que s'il n'y a pas de pénétration, elles n'ont rien fait. La fellation, c'est banalisé, c'est rien du tout, c'est comme prendre le bus. Eh bien non, la fellation est un rapport sexuel à part entière. D'accord? C'est vraiment important de se dire que la pénétration, c'est comme si on présentait un menu assez diversifié et la pénétration est une composante du menu. C'est pas quelque chose qui doit se faire à tous les coups. Si on en a envie, on le fait. Mais un rapport sexuel, ça aussi, c'est une vraie fausse croyance. S'il n'y a pas de rapport sexuel avec pénétration, il n'y a rien. Il ne s'est rien passé. Eh bien, non. D'accord? Ça, c'est vraiment important de ne pas se dire on s'embrasse, il y a une fellation, cunilingus, pénétration, éjaculation et c'est terminé. Je suis désolée pour celles qui ont déjà assisté à mes webinaires, mais ça, c'est une fausse croyance. Là, je pense que le thème est approprié à ce que je l'aborde. Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure et à l'hymen, donc toutes les femmes, dans les fausses croyances, toutes les femmes ont mal la première fois. Eh bien non, il y a des femmes qui vont se dire j'en ai eu une hier en consultation, je me dis non, je n'ai pas eu mal, je peux être bien, ça s'est passé, quoi. Donc, ce n'est pas forcément en rapport à l'hymen ni au stress. Il y a des femmes, lorsqu'elles sont bien préparées par leur compagnon et que la pénétration se passe agréablement, non, il n'y a pas forcément de traumatisme, de douleur. Parfois, la première fois, si c'est juste une affaire de pénétration, mais que la jeune fille est bien préparée, qu'il y a une bonne lubrification, que l'hymen est déjà absent, eh ben, ça peut se passer sans douleur. D'accord? La première fois, ce qui fait aussi extrêmement mal, c'est, comme je le disais il y a quelques instants, le stress. On est forcément un peu tendu, surtout que c'est comme l'accouchement, lorsqu'on n'a pas accouché, qu'on voit des vidéos ou des films sur l'accouchement, on voit toujours les femmes qui accouchent dans les 5 minutes et qui hurlent. C'est un petit peu pareil pour la première fois. Donc voilà. Pour rester sur le vagin, je vais essayer de le faire par classe. On pense que la pénétration a une durée bien particulière.
J'ai un homme qui est venu en consultation avec son épouse qui me dit ben, moi, je veux que ça dure une demi-heure. Elle, pour elle, 7 minutes, c'est bien assez. Il n'y a pas de durée bien spécifique d'une pénétration, d'accord? C'est pas parce qu'une femme va rester, l'homme va faire une pénétration de 30 minutes que la femme va aimer ça. Hein, on le voit toujours dans les films porno, donc je vais faire vraiment un item bien spécifique pour la pornographie, mais il n'y a pas de durée bien spécifique. Le tout, c'est de communiquer avec son partenaire et de bien se mettre d'accord. Il y a des femmes qui vont dire, mais moi, la pénétration, je n'aime pas ça dans tous les cas. J'aime être avec toi, être en communion avec toi, faire passer des moments érotiques avec toi. Pour autant, la pénétration, j'y prends pas de plaisir. Tu peux faire ça pendant 30 minutes, au contraire, ça va être désagréable. En France, on part du principe que la durée est entre 7 et 15 minutes de pénétration. Après, il y a des femmes qui vont déjà avoir eu du plaisir lors des préliminaires. Donc, elles vont dire, bah, moi, j'y prends pas forcément de plaisir. Après, chacun, vraiment au couple, doit discuter. C'est pour ça que, pour en revenir à la vidéo qui n'a pas été terrible, sur les plans les rapports ponctuels avec un partenaire ponctuel, il ne faut pas toujours être en attente de quelque chose de merveilleux parce que la sexualité, finalement, c'est quelque chose où on discute avec son partenaire. Si on ne se met pas d'accord pour l'homme, il faut absolument que ça dure 1 heure et pour que la personne et pour la femme, passer 5 minutes, c'est lourdingue. On se voit toujours que pour un plan ponctuel, ça ne va pas être extraordinaire. Le tout est une affaire d'osmose. Donc voilà. Une super croyance aussi. Alors, il y a des sexologues qui vont dire, qui vont pas être d'accord avec moi, je m'en fiche de faire grincer. Et pour beaucoup, faire l'amour, c'est 3 fois par semaine. Ça dépend vraiment. Je pense que dans nos vies de dingue, faire l'amour des fois le soir, alors après, c'est moi que ça regarde, parfois on a le temps de se retrouver le soir. Il y a des femmes, moi je vois des femmes qui viennent dans mon cabinet très fréquemment et qui disent non mais moi à 23 heures après avoir fait des lessives, avoir fait à manger, ne pas avoir eu le temps de se poser, 23 heures et faire l'amour 3 fois par semaine, c'est incompatible. Il vaut mieux faire cela lors de la sieste. Il y en a beaucoup qui sont des jeunes mamans qui disent non mais moi la sieste de mon enfant c'est le moment idéal. Donc après il faut être à la maison, etc. Donc ce que les médias véhiculent de faire l'amour 2 à 3 fois par semaine, personnellement je m'en fous royalement. Je pense qu'il vaut mieux, alors je l'ai mis sur une petite vidéo, qu'il vaut mieux faire cela moins souvent, mais de façon plus qualitative. Si c'est pour faire l'étoile de mer, attendre que ça se passe et puis se dire je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée, personnellement, quand on me touche et que je suis fatiguée, on va me toucher la peau, je vais être totalement en mode le chat qui crache, je ne vais pas du tout être réceptive. Donc, en parler avec son partenaire. Je vois beaucoup d'hommes et de femmes qui ne sont pas d'accord là-dessus. Il y a aussi une fausse croyance qui dit que les hommes sont beaucoup plus en demande. Les hommes sont plus en demande, certes, parce qu'ils sont bourrés de testostérone. Après, ça dépend. J'ai eu un homme hier de 61 ans en consultation qui me dit, mais moi, c'était 3 fois par jour. Depuis l'âge où il pouvait avoir des rapports sexuels jusqu'à ses 56 ans, c'était 3 fois par jour. Si madame suit, c'est très bien. Après, ça peut être aussi intéressant d'intégrer l'abstinence parce que l'abstinence va créer l'érotisme, l'imaginaire, on va avoir des envies, on va faire des rêves, etc. Ça peut être aussi intéressant. Lorsqu'on mange une tartiflette tous les jours, je ne sais pas pourquoi je parle de tartiflette au mois d'août alors qu'on parle de canicule, désolée, mais on peut aimer un plat tous les jours, de parfois le mettre de côté et manger autre chose ou faire une pause, et ben ça permet de réapprécier. C'est mon avis. Donc après, c'est comment on se place, ne pas se dire, il y a des femmes qui disent, bah ouais, mais bon, on dit qu'il faut faire l'amour 2 ou 3 fois ou que ça dure tant de temps. Moi, je m'y retrouve pas. Ne pas s'imaginer qu'il y a une norme, d'accord? Chacun a ses opinions. Pareil, il y a des femmes, alors il y a des asexuels, comme on le dit. C'est 1% de la population de personnes qui n'aiment absolument pas faire l'amour. Foutons-leur la paix. C'est des gens comme les autres. Pas forcément de raison. Après, ça dépend. Parfois, l'abstinence, c'est une chose, c'est ne pas envie de voir le faire. La sexualité, c'est autre chose. Voir s'il n'y a pas eu un traumatisme ou un problème. S'il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de traumatisme, c'est juste des gens qui disent, moi, j'ai pas d'appétit. Je m'entends très bien avec mon partenaire.
on ne fait pas l'amour. Je mets de côté tout ce qui est maladie, abus, traumatisme, vaginisme, etc. C'est vraiment une classe à part. Je vous invite, si vous avez l'impression d'être en marge, pas compris, vraiment d'aller consulter un sexo. Ça peut des fois dédramatiser. Voilà, je tourne. Ensuite, fausse croyance, on doit laver son vagin. Alors, je le vois de moins en moins. Personnellement, ce n'est pas quelque chose qui m'a été rapporté ni vu lors des consultations. Le vagin est auto-wash, il se lave tout seul. Lorsqu'il y a des pertes blanches, ce n'est pas sale au sens propre, mais c'est justement des cellules mortes, c'est de la glaire cervicale, c'est un écoulement tout à fait logique. C'est un organe, un orifice qui ne se lave pas. Au contraire, il a son pH, il a sa flore, ces petites bactéries totalement normales. Et en lavant, on va casser justement tout l'équilibre. On va vraiment, c'est comme dans la nature, si on enlève des animaux qui eux-mêmes vont manger d'autres animaux, etc., 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 tout est fait pour que ce soit normal. Désolée Mireille, alors j'y répondrai juste après par rapport à Marseille. Là, vous n'êtes pas du tout en privé, justement. Je pense que toutes les questions m'arrivent, en tout cas, je les vois. Mais je vous y répondrai, Mireille, pour un sexologue près de Marseille, il n'y a pas de problème. Donc, par rapport à ça, on a vraiment un équilibre qu'il ne faut pas casser. Donc, en lavant, on va tout broyer. Pareil, il y a des serviettes hygiéniques qui sont dotées de super parfums. Eh bien non, les parfums n'ont rien à faire dans une protection hygiénique. On ne doit pas mettre de parfum. Lavez-vous avec un pH neutre ou un pH adapté. Il y a beaucoup de choses qui se vendent, que ce soit Auchan, Carrefour, pharmacie, il y a tout ce qu'il faut. On ne met pas de parfum. Bah oui, mais j'ai une rencontre avec quelqu'un, j'ai envie de lui montrer que je sens bon. Bah non, une bonne hygiène et tout ira bien. Pour autant, quelque chose qui ne convient pas, allez voir une sage-femme, un médecin, gynéco, etc. Il y a peut-être une vaginose ou un problème particulier. Mais on ne se lave pas, en tout cas pas à l'intérieur. On frotte à l'extérieur et sans gants de toilette, une bonne vieille main, ça fait l'affaire. D'accord? On se sèche bien et tout ira bien. D'accord? Voilà, et aussi l'aspect. Selon les cycles, on a des pertes blanches qui vont être différentes, et puis selon l'âge de la vie. N'oublions pas que nous avons des cycles, et puis selon les âges, si vous avez une ménopause précoce, etc., tout change. Ok? Le tout qui doit alerter, c'est les démangeaisons et l'odeur. Voilà, et alors là, sans transition, je vais passer sur la masturbation. Donc, la masturbation, alors, c'est super intéressant. Je réapprends toujours. C'est pas que je dis je réapprends parce que c'est des choses que j'avais oubliées, mais les époques, etc. Moi, j'ai une mémoire de poisson. Je reste dans le poisson. Donc, ce qui est rigolo, c'est que les expressions sont toujours négatives quand on parle de masturbation. T'es qu'un branleur, rien que cette expression-là, ou alors ça rend sourd, même si on sait que c'est pas vrai à l'heure actuelle, il y a toujours ça qui reste, cette idée-là. Alors, je me rappelais que c'était le docteur Tissot qui avait écrit un super livre sur la masturbation au XVIIIe siècle. Docteur Tissot qui est suisse. Alors lui, il n'a pas fait de bien. Il a écrit carrément un traité sur les maladies que provoque la masturbation. Donc nous pouvons mourir, nous pouvons devenir sourds. Je pense qu'on peut juste être sourd dans le sens où quand les personnes se masturbent, des fois elles sont juste dans leur bulle et on n'entend pas les gens qui arrivent. Donc la masturbation, nous en tant que sexologues, on les encourage pour plein de raisons. Elles permettent de découvrir votre corps. Tout à l'heure, je vous avais parlé du vagin, mais elles permettent de découvrir votre vestibule, là où se situe votre clitoris, l'entrée du vagin, la texture. Et puis du coup, on se sent un petit peu moins andouille. Pareil pour les hommes. La masturbation, elle est hyper importante chez le jeune garçon. J'encourage, s'il y a des mamans qui nous voient, de mettre un verrou aux portes des garçons parce que plus le garçon va prendre le temps de se masturber, est identique pour la femme, mais ça ne va pas avoir la même incidence. Quand le garçon n'a pas de verrou à sa porte, il va se dépêcher de se masturber et il va plus ou moins développer une certaine éjaculation précoce. Beaucoup de jeunes garçons ou
hommes qui viennent disent bah, j'étais à l'internat, fallait se dépêcher de se masturber, ou bien on dormait à 4 avec mes frères dans la même pièce, ou alors ma mère, elle rentrait dans ma chambre sans faire attention à mon intimité, donc on va se dépêcher. Et du coup, on va apprendre à se dépêcher. La masturbation, nous, on s'en sert énormément auprès des hommes et des femmes pour dire cool, on prend son, on apprend à se connaître. Même quand la femme se masturbe, elle va voir si elle préfère quand c'est piquant, quand c'est chaud, quand c'est froid. Elle va se découvrir. Parce que les femmes, des fois, elles mettent sur l'homme, bah, tu dois me faire jouir. Bah ouais, mais elles-mêmes ne savent pas ce qu'elles aiment. C'est hyper vachard. On met sur l'homme une toute puissance de l'orgasme. Eh ben, apprenons à se connaître soi-même. Plus on se connaît soi-même, plus on a de facilité à dire à son chéri, ben moi j'aime ci, moi j'aime ça. Donc, apprenons à connaître son corps. Voilà. Donc, sinon, je reviens au docteur Tissot, qui nous a fait vraiment des choses horribles. La religion aussi disait que la reproduction, enfin, la semence devait être donnée, l'acte sexuel, uniquement pour se reproduire. Donc, en salle docteur Tissot, tout ce qui était l'onanisme, c'est le réel mot de la masturbation, et ben, ça rendait sourd, ça pouvait faire mourir ou ça rendait épileptique. Des femmes étaient excisées en France parce qu'on les trouvait hystériques et qu'elles se masturbaient trop. Elles se masturbaient trop. Donc, c'est quelque chose qu'il faut savoir. En France, on internait des femmes qui se masturbaient trop ou alors des bonnes familles les faisaient encourager l'excision. Donc, vous voyez que des fois, il faut balayer aussi un peu devant sa porte et que nous aussi, on n'a pas fait des choses un peu pas très sympathiques. Donc, voilà. Donc, je fais un super lien entre l'excision et j'arrive au clitoris. Je regarde le temps quand même, je ne sais pas, je suis très bavarde aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, le clitoris. Entre les deux, je parle que l'excision était faite à une époque en France dans des cas de masturbation, à savoir qu'en France, on excise de plus en plus. Ça, c'est quelque chose que je me permets de dire parce qu'il y a énormément de brassage culturel, ce qui est formidable, mais il y a encore beaucoup de cultures qui encouragent l'excision. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait dans un pays lointain. Non, pas du tout. Ça se fait encore beaucoup. J'ai assisté à une conférence il y a quelques années au Havre. Il y avait beaucoup d'excisions qui se pratiquaient. Je remercie et je suis encore béate devant le professeur Foldes. Je n'aurai jamais assez de mots qui militent auprès d'imams pour arrêter cette barbarie et qui reconstruit les femmes. Donc, je vous encourage, plutôt que d'être béate devant des footballeurs, de vous orienter sur des grands hommes, dont le professeur Foldes. Voilà, professeur Foldes, peut-être qu'un jour, il verra mes vidéos, je ne sais pas. En tout cas, c'est un grand homme. Donc, le clitoris. Le clitoris est un organe érectile, donc c'est-à-dire que nous avons, nous aussi, des érections du clitoris. Voilà, je ne sais pas si vous le savez, mais le clitoris est lui-même doté également d'un gland. Donc, c'est là que je vais sortir mon petit clitoris. C'est pour ça que tout à l'heure, j'allais le chercher. Hop, je le cache. Alors, désolée, dans un étui à lunettes. Alors, hop, viens ici. Zouf. Alors, je ne sais pas si on le voit bien. Hop, ouais, c'est bien. Donc, on voit qu'il y a un petit bec ici. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Il y a une vidéo que j'ai faite pour Rose Up sur les généralités. Et on voit, je vous ai montré plein de planches anatomiques, dont le clitoris. Donc, nous aussi, nous avons un prépuce. Et nous aussi, nous avons des corps caverneux et spongieux, tout comme les hommes. L'a dit au début, avant 12 semaines, à l'échographie, on dit toujours qu'il faut attendre. Parce que même si si nos chromosomes sont déjà destinés à être hommes ou femmes, le sexe au début est vraiment identique. Et après, nous allons avoir une différenciation. Il y a des super planches que j'ai déjà mises, n'hésitez pas. Donc, qui dit érection, dit que comme les hommes, nous avons des érections au cours de la journée. Et vous allez me dire, je ne me rends pas compte. Eh bien non, nous ne nous en rendons pas compte, mais il se redresse le clitoris lorsqu'il y a masturbation. On peut voir que le gland va être turgescent, il va gonfler. Donc, je glisse aussi sur le fait de dire qu'il n'y a pas de vaginale, il n'y a pas de clitoridienne.
Freud a dit il y a plus de 100 ans, l'orgasme clitoridien est l'orgasme de la petite fille et l'orgasme vaginal est celui de la vraie femme. Je ne suis pas vieille, j'ai 39 ans, mais on me l'a déjà dit. Donc peut-être que vous, mesdames, on vous l'a déjà dit. Je ne vous raconte pas ma tête lorsque l'on m'a dit ça. J'étais vraiment pas bien dans mes pompes. Je me suis dit, mais pourquoi on me dit ça? Parce que j'ai un orgasme de petite fille, c'est extrêmement troublant et désagréable. Donc non, il n'y a pas d'orgasme clitoridien ou vaginal. C'est juste le clitoris qui est le seul organe dédié au plaisir du corps. Et comme le clitoris, je ne sais pas si on voit là, voilà, là où je mets le doigt, il y a le vagin. Et selon la pénétration, il peut y avoir un frottement au niveau des bulbes ou au niveau du gland, et ce qui crée énormément de plaisir. Des femmes vont le ressentir lors des préliminaires parce que ça va, si l'homme, lors du cunnilingus ou par masturbation, ou la femme tout court, va toucher son gland du clitoris, va créer un orgasme. Parfois, c'est lors de la pénétration parce que ça va être un orgasme plus profond, puisque le clitoris frotte, et lors de la pénétration, comme ça enserre le vagin, et ben ça va frotter aussi. Donc non, je ne veux plus entendre de femmes qui disent je suis vaginale ou clitoridienne, ou alors je jouis comme une petite fille ou comme une femme. Non, en tout cas, moi, je sortirai les griffes. À vous de le faire de la même façon. Pareil, hein, au même titre qu'il y a des sexes masculins de différentes tailles, de différentes formes, le clitoris est exactement pareil. Il est plus ou moins grand. Il fait 12-15 cm. Vous voyez qu'il est très grand. Ce n'est pas juste un tout petit point, comme on nous l'a toujours dit. D'ailleurs, je milite, parce qu'il y en a ras-le-bol, de ne pas être situé dans les manuels scolaires et dans les livres pour l'éducation sexuelle. Je me suis baladée avec ma fille qui a 12 ans à la FNAC, FNAC ou autre, hein, il y a plein de librairies, je ne voudrais pas faire de pub, Cultura, Martel, moi je suis d'Amiens, donc il y a Martel. Et il y a énormément de manuels qui sont faits pour les petites filles, et on voit qu'il y a la zézette. Bah, c'est très intéressant de savoir qu'on a une zézette et une vessie, mais pourquoi les garçons, on leur parle de glands et d'érection? Enfin, bref, ça, je ne comprends pas trop. Donc, mesdames, apprenez aux petites filles justement leur anatomie. Il y a beaucoup de livres qui, eux, en parlent, donc je milite pour. Voilà. Pourquoi j'ai marqué intervention? Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué ça. Excusez-moi. Je tourne ma feuille. Hop. C'est l'organe. Ah oui, un truc qui est rigolo. Le nerf qui permet l'innervation du plaisir et des organes génitaux s'appelle le nerf honteux. Je trouve que c'est intéressant de savoir ça, que nous avons un nerf honteux. Donc, n'ayons plus honte de notre nerf honteux. C'est rigolo de le savoir. Moi, je trouve ça chouette. Voilà. Alors, je vais glisser aussi sur le point G. Donc, pareil, j'en ai parlé lors de mon intervention, pareil, sur l'anatomie. J'avais fait une vidéo. D'ailleurs, je n'arrivais pas à arrêter mon partage d'écran, donc je pense qu'on est resté un quart d'heure sur le point G. Donc, il y a une vidéo qui a été faite où justement, on voit lorsque le doigt est à l'intérieur du vagin. Donc après, comme si on disait « viens ici ma cocotte » en position gynécologique. Donc, à 2 phalanges, etc. Ça dépend, à peu près entre 2 et 4 cm. Ça dépend encore des femmes. Après, prenez pas un double décimètre à dire bah, c'est à tant de centimètres. Non, tout simplement, il a une anatomie très particulière. Donc, c'est un petit peu en palais de chien. Vous voyez, un chien, il a, ou comme des vaguelettes, lorsque la mer se retire, vous savez, ça fait mal aux pieds quand on marche dessus. Ça fait vraiment un aspect de vague. Eh bien, lorsqu'on touche à cet endroit-là, alors, encore une fois, on n'y va pas de façon brutale. On y va doucement. Messieurs, on demande à votre partenaire si elle est d'accord, parce que moi, j'ai des hommes qui viennent en disant « Ouais, ma femme, elle n'est pas rigolote, elle ne veut pas. » Bah non, si elle ne veut pas, elle ne veut pas. Encore une fois, on est dans un consentement. Et puis parfois, messieurs, allez-y doucement, n'y allez pas comme des bourrins. On fait les choses doucement. Quelque chose qui est extrêmement sensible, si on y va de façon abrupte, bah forcément, il y a du recul, on va avoir mal. Donc, on fait le geste comme si on disait ici, mais on peut faire non, enfin, on peut faire différents gestes, varier les plaisirs. Peut-être qu'il y a des femmes qui vont dire
Ben moi, j'apprécie quand c'est un peu plus touché. Moi, j'apprécie quand c'est des petits gestes circulaires. Mais voilà, on dit toujours qu'il faut faire le geste de viens ici. À vous de voir, amusez-vous, créez votre sexualité. Point G, comme Grafenberg en 1950, il a été découvert ce point G. Donc voilà. Donc le point G, j'en ai énormément parlé. Il existe. Donc juste pour dire qu'il est au niveau d'une grosse ramification, il y a des veines, des nerfs. Il est au niveau il y a la vessie derrière, il y a le rectum pas loin. Donc géographiquement, le point G, il est super intéressant. Donc, à vous d'explorer si vous en avez envie, encore une fois. Et on peut très bien passer sa vie sans avoir cherché le point G. Rien n'est une fin en soi. D'accord? Vraiment, j'insiste là-dessus. Je glisse, je fais des beaux enchaînements aujourd'hui, je me trouve moins fouillie que d'habitude. Hein. Donc j'enchaîne sur les préliminaires. Il y en a beaucoup qui disent, moi j'aimerais bien que ça s'appelle des liminaires, parce que c'est pas parce qu'ils sont avant la sexualité qu'ils sont moins intéressants. Les préliminaires font partie intégrante d'un rapport sexuel. On peut très bien faire un peu de pénétration, un peu de fellation, un peu de masturbation, mettez-y un peu de bazar. Soyez un petit peu moins organisé. C'est comme suivre une recette de cuisine. Moi, j'en suis incapable de dire on va mettre 100 grammes, puis après tant. Faites votre tambouille. Parfois, les grandes recettes, les grands médicaments, les grandes découvertes se font lorsqu'il y a une erreur ou alors qu'on décide de mettre un peu de bazar. Et bien, dans votre sexualité, mettez un peu de bazar. Donc, les préliminaires peuvent arriver à la fin, au milieu, avant, et sont une sexualité à part entière. Donc, des croyances aussi, c'est de dire que les femmes sont celles qui en ont le plus besoin. Eh bien non, les hommes aussi. Dans les cas d'éjaculation précoce, qui sont énormément, quelque chose de très fréquent chez l'homme, on va dire arrêtez de vous focaliser sur la pénétration. On va apprendre les sensations. Parce que de réapprendre ce qui nous fait du bien, ce qui va vous exciter, parfois il y a des hommes qui vont dire mais moi on me touche un téton, oh, ça me fait un effet bœuf. Parfois ça va être les cheveux, les oreilles, les chevilles, qu'importe. Prenons le temps de découvrir les sensations. Les préliminaires ne sont pas forcément axés sur les zones érogènes. On peut faire des préliminaires sans toucher la poitrine, sans toucher le sexe, sans toucher les fesses. Ça peut être très bien masser un pied, masser l'intérieur d'un poignet. Ça peut être juste du tactile, du calme, de la découverte. Tout est agréable. Arrêtons de nous ruer dessus comme si on était des bonobos. On est cool, on peut prendre son temps. Donc les préliminaires, ça peut être aussi quelque chose que l'on intègre à son rapport sexuel. On peut avoir la pénétration et puis arrêter 2 secondes. Il y a des femmes qui vont dire ah, j'en ai super envie, ou un homme qui va dire j'en ai super envie. Ouais, et ben c'est très bien de se dire j'ai faim et je sais que je vais manger. Cool. Donc c'est très important et c'est un acte entier. D'accord. Par ailleurs, on ne force pas les préliminaires. J'ai un homme qui est venu en consultation il y a 2 jours qui me dit oui, ma femme ne veut pas de fellation. Je vous l'amène, il faut que vous puissiez lui expliquer que tout le monde fait ça. Ben non, 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 tout le monde ne fait pas de fellation. Tout le monde n'aime pas les cunnilingus. Tout le monde n'aime pas la pénétration. Au même titre que tous les goûts sont dans la nature. On ne force personne. Les préliminaires sont propres à chacun. On fait ce que l'on veut, ce que l'on aime. Une fois, je vous avais parlé des aimants à abrutis. Eh bien, si un homme vous force à faire une fellation, vous force à quoi que ce soit, eh bien, c'est un bon détecteur à abrutis. Rhabillez-vous et barrez-vous. Parce que, au même titre que on va être écœuré. Pareil, hier, j'ai eu un homme de 61 ans qui me dit bah, ma petite belle-fille, je sais plus, X kilos pendant sa grossesse, elle a beaucoup de vergetures, ça gêne son partenaire. Je me mets à la place de cette petite jeune fille qui a pris énormément de poids, qui est bourrée de vergetures et qui a son mari qui ne veut plus la toucher. Bah, c'est pas très cool. Apprenons à découvrir d'autres gestes, une autre sexualité. Du jour au lendemain, si on a un trouble, un cancer, qu'on a des cicatrices, quoi que ce soit, moi, j'aimerais pas que mon mari dise bah, je te touche plus. Essayons de mettre une lingerie adaptée, de mettre des lumières adaptées. Mais
quand on aime son partenaire ou sa partenaire, je pense qu'on s'en fout du reste. Et puis le but, c'est de s'éclater. Vaut mieux être libéré et passer un bon moment au lit plutôt que d'avoir une plastique formidable et puis de s'emmerder. Enfin bon, c'est ma façon de voir. Il y a des très belles plastiques avec qui on ne s'emmerde pas non plus, hein. Mais bon, bref, je ne voudrais pas être mal interprétée. Autre chose, il y a beaucoup d'hommes qui disent bah, si ma femme n'a pas de lubrification, elle ne m'aime pas, elle ne me désire pas. Ça, je pense qu'on l'a tout entendu. Eh bien, non. Parfois, les femmes n'ont pas de lubrification. Vous savez très bien de quoi je parle, mesdames qui êtes parfois avec des chimios, une hormonothérapie. Eh bien, c'est pas qu'on n'a pas de désir ou qu'on n'aime pas son partenaire. C'est juste que parfois, on a du mal à mettre la mécanique en route. Et puis, ouais, j'ai eu plein de cas cette semaine. Un homme cette semaine qui me dit vous vous rendez pas compte, il faut que je passe 20 minutes à toucher ma femme, à l'embrasser pour avoir une lubrification. Et la femme baissait les yeux et je lui ai dit bah non, elle est tout à fait normale. On passe 20 minutes, on prend son temps et peut-être que cette femme a juste envie d'être regardée dans les yeux, de sentir qu'elle est belle dans les yeux de son partenaire et de prendre son temps. Cool. Les préliminaires, encore une fois, font partie d'un tout et on prend le temps. Et c'est pas parce qu'on ne mouille pas, non, excusez-moi, je vais reprendre le terme classique, on ne désire pas son partenaire. Achetez tous les gels, tous les lubrifiants possibles et inimaginables. C'est là que je reviens sur ma fameuse huile de coco. Hier, une de mes patientes m'a dit j'ai fait ce que vous m'avez dit, Justine, j'ai acheté du lait de coco. Non, non. Le lait de coco, c'est pour faire des super poulets, c'est pour faire du gâteau, mais pas pour votre sexualité. Enfin, en tout cas, je n'ai pas essayé. Pourquoi pas, en fait? Je dis ça, mais je n'ai pas essayé. Mais en tout cas, comme lubrifiant, n'hésitez pas à utiliser l'huile de coco. Ma meilleure amie qui d'habitude assiste toujours à mes webinaires parce que je suis très nulle en technologie, c'est elle qui m'installe, me dit il y a à peu près un mois qu'elle cherchait toujours ça au rayon cosmétique. J'ai cru que j'allais prendre sa tête et l'encastrer dans un rayon parce que ça fait 5 ans que je lui parle de l'huile de coco qui se trouve au rayon alimentaire. Donc, mesdames, ne me fâchez pas, cherchez l'huile de coco au rayon alimentaire. Pourquoi j'insiste? Parce que qui dit alimentaire dit qui se mange. Donc, ce n'est pas un gel bourré de cochonneries que l'on met au niveau génital et après on ne peut plus toucher, on ne peut plus y mettre la bouche parce que c'est bourré de cochonneries ou ça a un goût de fleurs ou je ne sais quoi. Prenez l'huile de coco. En plus, je l'ai déjà dit, vous pouvez la mettre au frais, etc. Elle se cuisine, elle se met sur les cheveux. Ça sent bon ou pas, vous la désodorisez. Ça s'achète aussi si vous préférez sans l'odeur. Donc voilà, excusez-moi pour mon petit côté violent, hein, mais j'en ai marre d'entendre parler du côté cosmétique. Donc les hommes demandeurs, j'en ai déjà parlé. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non, je vois des petits cœurs, ça me fait super plaisir, hein. Ça, j'en parlerai après. Ben, je vais parler, tiens, tout de suite de la pornographie. Je préfère en parler. J'ai aucune idée de l'heure. Excusez-moi, je vais juste regarder. Ça apparaît pas. Ouais, 11h45. Je me dépêche. La pornographie. Alors, une idée reçue. Si la femme ne crie pas, elle ne prend pas de plaisir. Eh bien non, on n'est pas dans un film porno. Personnellement, j'ai déjà fait l'essai de crier comme si c'était dans un film porno. Déjà, j'ai une voix qui se casse très régulièrement. Mais je pense qu'au bout de 45 secondes, je n'avais plus de salive à imiter une actrice de film porno. C'est du cinéma. Nous sommes dans du cinéma. Ce ne sont pas forcément de véritables éjaculations. Parfois, ce sont des médicaments pour la douleur. Vous savez, des petits tubes là que les hommes mettent à la place du sperme pour faire semblant. Ce ne sont pas des vrais sexes. Il y a des injections. Lorsque les fellations sont faites et que les femmes sont capables d'avaler un sexe de X centimètres, eh bien, elles ont de la xylocaïne. C'est un anesthésiant qui se vend. C'est dramatiquement en vente libre, mais ce n'est pas normal. Une femme qui s'enfonce quelque chose dans la gorge va avoir un geste d'avoir envie de vomir. Donc, si mesdames, vous-même, vous avez mal, tout est normal. Vous n'êtes pas des actrices de films porno. On ne crie pas et c'est pas parce que vous ne hurlez pas que vous ne prenez pas de plaisir. Et messieurs, c'est pas parce que votre partenaire
n'arrache pas les rideaux et n'hurle pas qu'elle ne prend pas de plaisir. Demandez-lui tout simplement ce qui lui fait du bien. Donc là-dessus, je l'entends tout le temps, elle ne crie pas ou je ne crie pas, suis-je normale? Oui, vous êtes normale. Il y a aussi des hommes qui me disent, bah ouais, mais moi, elle ne me regarde pas. Donc parfois, c'est très intime le regard de quelqu'un. J'ai une femme, moi, qui me disait, c'est pas forcément cool non plus pour l'homme, qui disait au moment de jouir, je me mets un drap sur la tête. Bon, pas forcément terrible. Des femmes qui vont fermer les yeux, qui ne veulent pas être vues, mais être dans l'intime, s'embrasser ou lors du rapport sexuel, oser regarder son partenaire, c'est extrêmement difficile. C'est un exercice que je donne parce que là, on est vraiment dans le lâcher prise. Donc, si vous avez du mal à regarder votre partenaire, c'est normal, c'est très compliqué. C'est le reflet de l'âme, hein, on dit toujours le regard. Donc, cool, c'est pas parce que vous ne regardez pas votre partenaire dans les yeux que vous ne prenez pas de plaisir, que vous ne l'aimez pas ou que vous trichez. Pareil, le porno, c'est un enchaînement de positions. Personnellement, quand je suis en train de prendre du plaisir et qu'on change de position, personnellement, ça ne me convient pas. Beaucoup de jeunes femmes disent «Ah, moi, j'en ai marre, c'est 3 minutes dans un sens, 3 minutes dans l'autre, sur la machine à laver, sur la table, une patte en l'air, les deux pattes en l'air». Ben, du sexe acrobatique, c'est pas forcément ce qu'on recherche. Les hommes se disent moi, je suis un très bon amant, je fais beaucoup de positions. Eh bien non, c'est pas forcément un enchaînement de positions. Soyez à l'écoute de votre partenaire. Beaucoup de femmes prennent du plaisir dans une ou deux ou trois positions et savent qu'elles vont atteindre du plaisir. Discutez avec les femmes, voyez ce qu'elles désirent et messieurs, arrêtez de vous prendre pour… Je vais faire une référence à Zep qui a fait Titeuf, qui a fait des bandes dessinées pour adultes et qui a fait une planche sur Captain Beat. Alors excusez-moi, je ne veux pas être vulgaire, mais il tourne à la dérision justement les hommes qui veulent justement se prendre pour des super acrobates. Pareil, mesdames, vous avez des poils, tout est normal. Nous ne sommes pas dans un film pornographique et les lèvres sont retouchées. Beaucoup de personnes ont fait de la chirurgie esthétique ou alors elles terminent dans des services de proctologie parce que elles sont déchirées de partout. Donc, une femme normale au lit, c'est pas quelqu'un qui fait fellation, sodomie, pénétration, enfin bref, tous les goûts sont dans la nature, mais c'est pas parce que vous ne faites pas tout ce que font les filles dans les films porno que vous êtes anormal. Donc voilà. Pareil, une fausse croyance, c'est il n'y a que les hommes qui regardent du porno. Eh bien non, beaucoup de femmes regardent de plus en plus de porno parce qu'elles ont envie de se masturber rapidement. Alors, moi, je m'en fiche, faites ce que vous voulez. En revanche, je vois beaucoup de gens qui viennent en cabinet en disant j'ai de plus en plus de mal à m'exciter. On a les fantasmes, un petit cinéma intérieur qui tourne. À force de regarder des images, on va avoir une excitation qui ne va plus être la vôtre. Donc, je vous encourage, si vous regardez du porno, à le faire moins souvent. S'il y a des personnes qui regardent un porno 1 à 2 fois par semaine, bah, faites-le qu'une fois et distancez un petit peu. Parce que le porno va vous abreuver d'images. Et il y a beaucoup de femmes qui me disent je dois regarder un porno avant de faire l'amour parce que sinon j'ai beaucoup de mal à m'exciter. Donc, oui et non, c'est vraiment un vrai sujet le porno. Pareil, une fausse croyance, regarder un porno, c'est parce que c'est pour les pervers. Non. Il y a plein de gens qui regardent des pornos qui ne sont pas pervers. Moi, j'ai déjà regardé un porno. Déjà d'une, avec mon métier, il faut que je sache un petit peu ce qui se fait. Malheureusement, c'est pas forcément de l'amour. Mais non, non, c'est pas que les pervers qui regardent du porno. En revanche, si le porno prend le pas sur votre vie sociale, professionnelle, personnelle, que vous payez et que ça vous met en danger, là, il y a une addiction qui s'est enclenchée. Je vous invite à consulter parce que là, on n'est plus dans quelque chose de récréatif, mais ça prend tout l'espace et c'est ça qu'on appelle l'addiction. Donc là, non, on se fait une prise en charge. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai un petit peu de temps. Pareil, fausse croyance, excusez-moi, j'essaie d'enchaîner, je crois que j'ai plein de choses à dire. Il y a des femmes fontaines et des femmes qui ne sont pas fontaines. Non, toutes les femmes sont fontaines. On ne dit pas que les femmes sont fontaines, mais on parle d'hommes sourciers.
Il y a des hommes qui ont une façon de toucher les femmes qui vont les rendre fontaines. Donc, toutes les femmes sont faites pour être fontaines. Il y a des ateliers sur Paris, il y a des tutos sur Internet. J'ai pas pris le temps de les regarder honnêtement, mais il y a le docteur Salama, qui est un sexologue que je trouve formidable, qui a fait des vidéos sur YouTube, qui a écrit un bouquin, qui a été l'un des premiers à être publié dans des revues littéraires américaines sur le sujet. Il a fait des études sérieuses. Je vous encourage à regarder, c'est un confrère que je trouve formidable. Il en parlera beaucoup mieux que moi. En tout cas, n'ayez pas dans l'idée qu'il y a celles qui le sont et celles qui ne le sont pas. Toutes les femmes sont fontaines et j'insiste, c'est une façon d'être touchée qui rend la femme fontaine. Pourquoi pas dire bah tiens, ce soir on essaie, partez à la conquête du Graal, pourquoi pas, tant que tout est consenti, bien évidemment. Il y a des femmes aussi qui viennent me voir en consultation qui disent oh, bah, quand mon mari il boit un petit peu, c'est compliqué de faire l'amour. Ça, c'est un vrai sujet. Peut-être parce que je suis dans le Nord. Je fais un petit clin d'œil aux gens du Nord et à l'alcool parce que pour les Parisiens, on est tous des alcooliques. Mais l'alcool est un vrai frein pour l'éjaculation. C'est un vrai sujet. Donc, mesdames, si vous voyez que votre homme s'alcoolise et que les rapports durent de plus en plus longtemps, ce n'est pas de votre propre fait, l'alcool ralentit justement, est un vrai sujet. En revanche, parfois, quand on m'en parle en consultation, c'est quelque chose qui est vécu de façon négative, qui est douloureux, qui est compliqué. N'hésitez pas à consulter, justement. Ça, c'est un vrai sujet. Je ne sais pas combien de fois je me suis répétée sur le vrai sujet. Je ne sais pas si on a encore le temps. Je voudrais pas parler du toucher prostatique, mais je sais pas si j'en... Ah oui, non, je vais finir sur quelque chose que je trouve intéressant parce que j'ai repris donc des notes par rapport à la masturbation et aux vibromasseurs. Et ce ne sont pas forcément les pervers. Toutes les femmes n'ont pas un vibromasseur, toutes les femmes n'ont pas envie d'avoir un vibromasseur. Mais alors, légende ou pas, Cléopâtre aurait un cône de papyrus dans lequel elle aurait mis, pardon, elle n'est plus de ce monde, des abeilles. Et justement, au niveau du gargouillis des abeilles, ça lui procurerait du plaisir. Le vibromasseur a été inventé, alors je vais juste reprendre mes notes, je suis très mauvaise avec les chiffres, au XVIIe siècle par un médecin qui s'appelle Joseph Mortimer. Il a déposé un brevet. Il traitait les femmes justement parce qu'elles étaient hystériques. Donc, non, les femmes n'étaient pas hystériques, elles n'avaient pas le droit d'avoir accès à la jouissance. Donc, lui, c'était un médecin qui s'est intéressé à ça. Plutôt que d'exciser les femmes, il s'est dit, bah, si on leur donnait du plaisir. Je vous encourage à regarder le film Oh My God. On en parle, alors c'est un peu romancé, il y a une histoire autour. En revanche, on voit la naissance du vibromasseur parce qu'il avait mal aux mains à force de procurer du plaisir aux femmes qui revenait voir ce pauvre médecin tous les jours tellement elle trouvait ce médicament extraordinaire. Donc, je vous encourage à voir ça. Et le vibromasseur a une histoire assez intéressante. Donc, voilà. Alors, il y a des questions. Peux-tu également parler du baiser, s'il te plaît? Par exemple, je suis complexée de ne pas aimer mettre la langue. Pourquoi être complexée? Bah, mettez pas la langue. Encore une fois, à voir pourquoi il y a un complexe, Isabelle. Est-ce qu'il y a eu à un moment donné une gêne par rapport à une histoire? Quelqu'un qui dit que vous aviez mauvaise haleine, ça arrive. Moi, j'en entends vraiment parler. Comme je vous disais, regarder la personne ou un baiser, c'est extrêmement intime. Il n'y a pas à être complexé, mais juste à savoir pourquoi. Pourquoi on n'aime pas embrasser. Parfois, il y a des jeunes filles, j'ai une histoire en tête, qui a embrassé au collège son petit ami et elle a été collée pendant des semaines dans un lycée, un établissement catholique ou même privé, public, ça arrive, et on lui a dit que c'était quelqu'un de totalement mauvais, que c'était mal ce qu'elle avait fait, etc., etc. Donc parfois, le baiser est taxé de quelque chose d'impur. Donc je vous encourage à justement en parler. Ne... Alors, je suis trouvable sur Internet, on peut me trouver, je suis sur tous les réseaux sociaux, n'hésitez pas, on peut en reparler, je fais des consultations, n'hésitez pas, ne restez pas avec un complexe ou un trouble, il y a toujours des solutions. En tout cas, j'aime à le croire. Il y a une autre question sur le toucher prostatique, tu me dis si je déborde. Je peux encore y aller? Oui, on peut y aller. D'accord. On a des questions en plus après. Donc, Ah la hache. Donc, le toucher prostatique, ce qu'on appelle le point P,
on a bien notre point G, donc il y a le point P comme une prostate. Donc la prostate est une petite châtaigne, hein, donc c'est bientôt l'automne. Je ne sais pas si vous voyez à quoi ressemble une petite châtaigne. Donc c'est pas la châtaigne, c'est pas la prostate que l'on va toucher directement. On va passer à travers la paroi. Donc il faut mettre un doigt forcément dans le rectum, évidemment. Pareil, ça se fait avec le consentement de l'homme. Paraît-il que c'est extraordinaire, que ça décuple l'orgasme. À vous de voir, il y a des hommes qui sont totalement réfractaires, des hommes qui sont en demande de ça. Donc, c'est à travers un toucher rectal, un toucher avec le doigt. Pareil, viens ici. Attention, il y a un effet aspirateur du rectum. On a toujours des histoires dans les urgences de choses qui ont été mises dans le rectum, comme de par hasard un hamster passé par là et rentré dans le rectum, une pomme ou quoi que ce soit. Attention, faites très attention, c'est une paroi extrêmement douloureuse. On fait les choses avec beaucoup de douceur, de consentement, et encore une fois, ça peut être un jeu érotique, d'accord? Essayez vraiment de jouer. Je vous parlais tout à l'heure de la sexualité qui est un véritable menu. Mettez tout au menu, présentez le menu, et puis ça peut être lors de petits jeux érotiques, on peut mettre sur des petits papiers dans une boîte à sexe, dire bah tiens, il y a le toucher rectal, est-ce que tu te sens prêt? Non, toujours pas. On remet le petit papier. Enfin bref, j'en avais parlé lors des jeux érotiques, mais n'hésitez pas à proposer, que ce soit monsieur ou madame et messieurs. Il n'y aura pas de problème avec votre virilité. C'est pas parce qu'on met quelque chose ou que vous avez envie d'une pénétration que vous êtes homosexuel. Au même titre que beaucoup de gens disent j'ai déjà eu un rapport avec une femme ou je désire un rapport avec un homme ou avec une femme, suis-je homosexuel? Eh bien non, 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 non. Il y a beaucoup de gens qui disent j'ai déjà eu un rapport avec un homme, avec une femme, je ne suis pas homosexuel. Eh bien non, la vie est faite de rencontres, de découvertes. Ça, c'est un vrai sujet aussi. Amusez-vous. Les rapports ponctuels aussi peuvent être très intéressants et c'est pas pour ça qu'on est homosexuel, encore moins à l'adolescence. Euh, Alors oui, parfois ça fait mal, ça brûle. Vérifiez qu'il y a une bonne lubrification. Je vois la question, je vais la relire. Est-ce normal que lorsque j'ai un rapport sexuel et que je vais uriner, que cela me brûle? Alors non, c'est pas normal, mais c'est pas étonnant. Je ne sais pas quel âge vous avez, Clotilde, mais parfois ça arrive dans les débuts de la sexualité. Je ne sais pas si vous êtes sous traitement, je ne sais pas s'il y a une bonne lubrification et je ne sais pas si monsieur a une hygiène irréprochable. Parfois ça arrive chez les jeunes filles parce qu'il n'y a pas forcément une bonne hygiène aussi. Et puis c'est touché un peu de façon, parfois il y a des hommes un peu bruts qui lors des préliminaires touchent de façon un peu brutale et vont un petit peu titiller au niveau du clitoris, mais aussi du méa qui n'est vraiment pas loin. Je vous encourage à aller voir le webinaire sur l'anatomie. Et du coup, ça peut faire mal. Donc, tout est normal, mais peut-être reprendre les choses. Donc, n'hésitez pas après à me recontacter. Je peux reprendre toutes les questions, les retraiter plus particulièrement. Je t'écoute pour les questions, n'hésite pas. Oui, il y a Céline qui nous a demandé en fait si un homme n'éjacule pas durant un rapport et s'il n'y a eu qu'une fellation, est-ce qu'on peut considérer ça comme un rapport sexuel entre deux partenaires? Bien sûr, une fellation est un rapport sexuel et il peut aussi ne pas avoir d'éjaculation. C'est comme une femme. Combien d'hommes font l'amour à une femme et terminent le rapport sexuel sans se poser la question sur leur plaisir et leur orgasme? Et pourtant, il y a eu rapport sexuel, enfin, à mon sens. Euh, Il y a Isabelle qui demande si tu peux conseiller un bon ouvrage sur la masturbation féminine. Alors, j'ai pas un ouvrage. Alors, il y en avait un, sur le clitoris, le petit bout du bonheur. Il y en a énormément en ligne. Vous allez en trouver plein, 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 plein. Et je vous encourage à vraiment regarder sur YouTube. Il y a plein de choses qui sont faites. Il y a vraiment des choses intéressantes. Il y en a qui sont tournés plus de façon rigolote. Il y a Arte aussi, Arte qui fait des super reportages. Viva la vulva, franchement, regardez-les. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont faites. Après, en ouvrage papier, je n'ai pas de nom particulier, mais moi, j'en avais acheté, il y en a énormément. Après, ça dépend. Moi, j'aime quand c'est ludique parce que la lecture de tout ce qui est
ce genre de sujet, j'aime que ce soit ludique, donc je m'y retrouve plus, moi, personnellement, tout ce qui est tuto et vidéo internet, à voir. Il y a Lola qui demande si tu peux rappeler ce qu'est un nerf honteux. Alors, le nerf honteux ou le nerf pudendal, c'est le nerf qui va justement être le nerf de l'orgasme, le nerf du plaisir. Est-ce que vous voulez que je développe un peu plus? Mais normalement, c'est vraiment ce qui est intéressant. C'est le nerf qui va créer du plaisir. Vous savez, le nerf où on déconnecte, on appelait ça la petite mort. Donc voilà. Il a eu beaucoup de... C'est vrai que quand on en parle, le continent noir, la petite mort, enfin, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de termes qui ont été donnés pour l'orgasme et le plaisir de la femme. Et concernant, il y a une question donc, de Flavie qui nous dit en fait qu'elle a eu une mastectomie il y a de ça une quinzaine de jours et que pour le moment, donc, les relations avec son compagnon sont difficiles et qu'elle n'arrive pas à faire l'amour. Et elle veut savoir comment se débloquer. Alors, est-ce que Flavie a envie de faire l'amour ou est-ce que c'est son compagnon? 15 jours d'une intervention, je pense que là, on a peut-être plutôt envie de se mettre sous un plaid à manger de la glace, j'en parle souvent. Être cool, c'est comme quand on vient d'avoir un bébé, c'est éprouvant, c'est fatigant, on a eu des traitements, on est crevé, donc à 15 jours, la libido, on n'est pas là. Encore une fois, la sexualité, c'est un complet bien-être. Un complet bien-être, quand on vient d'être opéré il y a 15 jours, psychologiquement, ça peut très bien ne pas tourner rond, on n'est pas bien, on est meurtri, on doit retirer un sein, etc. Est-on réellement dans une sexualité épanouie à ce moment-là? Laissez-vous du temps. Après, relation, j'imagine, avec pénétration, oui, c'est lui. Voilà, bah voilà. Ah. Je pense qu'il faut lui faire comprendre que là, la masturbation a tout son sens. Il y a une chose que je n'ai pas dite tout à l'heure, mais c'est que c'est pas parce qu'on se masturbe qu'on est un couple qui ne s'entend pas bien. Je pense que Flavie pouvait très bien dire à votre chéri, écoute, va te satisfaire tout seul. C'est pas que je ne t'aime pas, mais là, c'est pas le moment. Il y a des moments où c'est pas le moment. Lorsqu'on a un traitement, lorsqu'on a été opéré, lorsqu'on vient d'avoir un enfant, lorsqu'on est déprimé, lorsqu'on est emmerdé au boulot, eh ben, c'est pas le moment. Moi, personnellement, quand on est 5 à la maison, qu'il y a tous les enfants, que ça braille, qu'il y a les lessives, etc. à faire, bah, c'est pas le moment. Eh bien, encore moins lorsqu'il y a une intervention. Je lui ai déjà dit. Alors peut-être le traîner doucement sur un sexologue. Flavie, ne vous remettez pas en question. Ne vous forcez pas. Si vous vous forcez, vous allez avoir des douleurs et vous allez enregistrer que le rapport va être difficile et vous allez faire n'importe quoi. Vous allez traîner une douleur et vous allez développer des j'ai mal à la tête, j'ai pas envie, j'ai mal. Et non, non, on n'a pas envie, on ne se force pas. C'est pas l'appétit vient en mangeant. Parfois, il faut se forcer quand tout va bien de dire bon, allez là, j'en ai envie, je l'aime, je vais aller, je vais passer un joli moment. Mais là, non, je ne vois rien de joli dans votre cas actuellement, sauf d'un chéri qui va vous préparer un gentil repas, qui va vous installer confortablement et qui va prendre soin de vous. Le prendre soin prend tout son sens. Voir que sa partenaire est blessée, euh, lui apporter un petit plat qui lui fait plaisir, l'installer confortablement, dire ma chérie, va te coucher un peu plus tôt, je vois que tu es fatiguée. Je pense que là, ça prend tout son sens. Voilà. Très bien. Bah, je suis désolée, Flavie. Amenez-le moi. Amenez-le vers un autre sexo, mais s'il ne comprend pas, je n'adhère pas aux hommes qui ne comprennent pas que leur femme vient d'être opérée. 15 jours, c'est très récent. Les femmes sont très gentilles quand les hommes ont été opérés, mais parfois, dans l'autre cas, dans l'autre sens, c'est très compliqué. Ce qui me fâche un peu. Bref. Bah oui, il est dans le déni complètement. N'hésitez pas à me contacter. Vous me trouvez facilement. Je fais des consultations. Je peux parler. Il y a enfin, je suis trouvable sur Internet. Voilà. D'autres questions? Vas-y, n'hésite pas. Je suis bavarde, hein, t'as vu? Je suis reboostée après un mois de vacances. C'était un N'hésitez pas. atelier, donc c'était une femme qui nous demandait pour trouver un sexologue sur Marseille. Oui, alors je l'ai vu au début. Alors, il y a en formation de sexo, il y en a.
sur Paris. Marseille-Lyon. Donc, n'hésitez pas, vous allez sur l'AIUS. Alors, normalement, moi, je ne fais pas partie de l'AIUS parce que je suis une très mauvaise élève. Il y avait des papiers à faire, etc. Mais normalement, sur Marseille, allez voir ceux qui font partie de l'AIUS, AIUS. Après, j'ai envie de vous dire, un bon sexo, c'est comme un bon dentiste, c'est comme un bon psychologue. Moi, je ne plais pas à tout le monde. Allez consulter. Prenez rendez-vous par téléphone déjà. Personnellement, par téléphone, je prends toujours quelques minutes. Je trouve qu'on voit à qui on a affaire. Il y a des sexologues qui sont nuls, il y a des médecins, des dentistes, des psychologues, des bouchers qui sont nuls. Prenez le temps d'aller voir à qui vous avez affaire, de parler quelques minutes. Personnellement, je n'aime pas Doctolib. Pour moi, personnellement, je ne dis pas que c'est pas bien Doctolib, mais je trouve que c'est toujours bien de rassurer son patient, d'avoir quelques minutes d'échange, de voir à qui on a affaire. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Au même titre que je vois que certaines personnes, quand je parle avec elles, je n'ai pas envie de les prendre en charge parce qu'on sent que ça va être compliqué, qu'il y a quelqu'un qui est réticent et qui a envie de vous faire tourner bourrique. Donc, n'hésitez pas, téléphonez. Il y a de très bons sexologues sur Marseille. Comme je vous disais, il y a une école, il y a un DIU là-bas. Donc, normalement, vous devriez en trouver des bons. Si après, vous voulez un nom en particulier, je crois qu'il y a… Je vais me faire taper dessus si je donne des mauvaises adresses. N'hésitez pas à me consulter, vous trouvez mon numéro de téléphone et puis je vous répondrai. Je vais chercher après pour des noms. Promis. Très bien. Écoute, je n'ai pas de nouvelles questions. Bon, j'avais encore plein de choses à dire, mais bon, j'essaierai de les glisser. Ah oui, un sexologue ne touche pas forcément ses patientes et le traitement au cunnilingus, ça n'existe pas. Voilà. Oui, arrêtons de nous ruer dessus comme des bonobos. Je suis bien d'accord, Mélanie. En tout cas, excellente journée à vous toutes et j'ai pris plaisir et je suis bien reboostée là, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup, Justine, pour le temps accordé, pour toutes ces informations. Ça Merci marche. à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. Donc, Justine revient dans 2 semaines. Bien ça. Oui. Donc, pour le prochain webinaire, sachez que le programme sera en ligne, en tout cas pour les Maisons Rose Paris, la semaine prochaine. Donc, restez connectés. Si vous souhaitez d'ailleurs, je vous invite à… Merci Céline. Pour justement être informé de la sortie du programme et de tous les ateliers que nous proposons pour le mois de septembre. Merci à toutes, très bonne journée et à bientôt. Bonne journée à toutes. Au revoir.